dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'histoire de Joker de 1970 à 1990. Donc après la première vidéo que j'ai réalisée parlant du Joker de 1940 à 1969, je vais vous parler aujourd'hui de sa deuxième partie qui peut s'intituler La guerre des nerfs. Donc au tournant des années 1970, Batman il va se débarrasser des éléments les plus fantasy de son univers afin de redevenir une créature de la nuit et un détective globe-trotter affrontant des menaces plus dangereuses, évocatrices de ses premières années. Avec l'assouplissement des règles du Comic Code, les nouveaux auteurs ils vont pouvoir opérer un changement radical dans le ton et les thèmes des histoires abordées. Renouant avec l'environnement des pulps de l'âge d'or, ils vont à nouveau pouvoir présenter des meurtres aussi crapuleux qu'imaginatifs. Bien évidemment, le Joker, il ne pouvait pas rester à l'écart de ce bouillonnement créatif, intense et révolutionnaire. Dès 1973, il réapparaît dans les séries Batman, remanié en l'assassin machiavélique et sardonique de ses débuts. Face à un Batman plus félin et agressif, le clown prince du crime se fait plus dangereux et imprévisible. Encadré par les épisodes de Dennis O'Neil et Neil Adams, ainsi que de Steve Englehart et Marshall Rogers, les récits le mettant en scène vont autant faire la part belle à sa mégalomanie qu'à son esprit retors dans l'élaboration de vols spectaculaires. Il va même jusqu'à devenir la star de son propre magazine, publié entre 1975 et 1976 et comportant 9 épisodes, principalement dessinés par Irv Novick et écrits par Dennis O'Neil, Elliot Espengin et Martin Pasco. Pourtant, pas de trace de son ennemi héréditaire dans cette série où le Joker rencontre et manipule Double Face, Catwoman, Lex Luthor, mais aussi d'autres héros d'ici comme Green Arrow, Black Canary et le Creeper, son équivalent hystérique chez les justiciers. En contrepartie, jusqu'au milieu des années 1980, le Joker il va retrouver son adversaire de prédilection dans les adaptations animées de Batman, qu'il s'agisse des différentes séries Super Friends, le plein de super en version française, de The New Adventures of Batman de filmation, ou plus étonnant, de quelques épisodes de Scooby-Doo. Pour sa Némésis, le Joker il va connaître un nouveau changement radical en 1986 sous la houlette de Frank Miller dans son incontournable The Dark Knight Returns. Associé à l'encreur Klaus Johnson et à la coloriste Lynn Varley, le futur auteur de Sin City va présenter une version radicale du héros et de son univers dans un univers désenchanté. Dans un avenir désenchanté. Dans cette Gotham étouffante et paranoïaque, Batman il reprend sa croisade contre les crimes afin de nettoyer ses rues des gangs qui y règnent. Plongé dans une catatonie depuis la retraite du héros, le Joker, témoin de son retour, reprend goût à la vie ainsi qu'au meurtre. Le dernier affrontement des vieux ennemis se déroulera symboliquement dans le tunnel des amoureux d'un parc d'attractions. Une lutte au cours de laquelle Batman ne parviendra pas à enfreindre son code d'honneur et à tuer le psychopathe malgré ses supplices. Cette description cruelle et fataliste des relations entre les deux personnages marquera longtemps les esprits et inspirera les auteurs qui auront la charge d'animer à nouveau leur combat. Très vite, deux coups de tonnerre retentiront dans le ciel des comics avec Killing Joke, paru en 1988 aux collections DC Deluxe, des Anglais Alan Moore et Brian Bolland, ainsi que Un deuil dans la famille, paru en 1989 dans la collection DC Essentiel, de Jim Starlin et Jim Aparo. Le premier est une relecture sophistiquée des origines du Joker en Red Hood, comédien raté et au chômage manipulé par des truands. Mais c'est également un récit construit en un découpage symétrique qui reflète la nature irréductible du conflit entre Batman et le Joker, deux facettes de la même pièce. Leur rapport houleux monte d'un cran lorsque les criminels paralysent Barbara Gordon, ainsi connue en tant que Batgirl, en lui tirant dessus à bout portant. Pire, le Joker va, dans la deuxième œuvre, battre à mort puis faire exploser Jason Todd, le deuxième Robin, après que ce dernier a tenté de retrouver la mère qui l'avait abandonnée. Cet événement tragique, également entreaperçu dans The Dark Knight Returns, marquera ainsi l'impossibilité totale du rachat du Joker.
Grant Morrison et Dave McKean proposeront peu après une version effrayante du maniaque en maître de cérémonie de l'asile d'Arkham dans Arkham Asylum paru en 1989. Ce dernier tente ainsi, durant une prise d'otage à l'Institut, de faire plier le justicier et de le pousser à rejoindre les démons internés. Seuls J.M. DeMatteis et Joe Staton évoqueront dans l'arc Going Sane, dans Legends of the Dark Knight numéro 65 à 68 paru en 1994, l'idée d'une possible réinsertion du criminel après que celui-ci a cru avoir tué Batman. Le Joker est également littéralement relié au destin de Batman quand, en 1989, le réalisateur Tim Burton et le scénariste Sam Hamm en font l'assassin de Thomas et Martha Wayne avant de les faire s'affronter à la fois pour le contrôle de la ville de Gotham et le cœur de Vicky Vale. La présence de l'immense Jack Nicholson dans le rôle du clown prince du crime rendra hommage à l'excentricité et au charisme du personnage, imposant tout au long du film son aura de folie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à regarder une autre vidéo là-bas. À la prochaine!